Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Found Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. En one-to-one, je m'intéresse aux levées de fonds d'un entrepreneur, aujourd'hui Frank David Cohen, sur ses motivations, ses galères, en revenant sur l'avant, le pendant et bien sûr l'après. L'objectif, un focus pro, mais aussi perso. Frank David, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Frank David, tu es le cofondateur de Classroom, tu es un peu un trublion de l'éducation. Vous avez créé une application exceptionnelle qui s'appelle Classly, qui réinvente la communication entre les parents d'élèves et les profs. Elle est à la fois simple, rapide et sécurisée. Elle est adorée des profs et des parents aussi. Tout à fait. Salut Frank David, ravi de te retrouver à ce micro. J'ai une première question pour toi, on va parler de levée de fonds aujourd'hui. Souvent, on entend que la levée de fonds, ça arrive à un moment crucial. Potentiellement, c'est un moment où l'entreprise va ou vivre une croissance folle ou potentiellement mourir. Est-ce que tu as comme ça une expérience de near-death experience avant une levée de fonds? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une start-up, le concept, c'est effectivement d'investir. En fait, tu perds de l'argent au début dans l'espoir d'avoir une rapide croissance et d'atteindre une rentabilité rapide et d'aller même plus fort, plus loin que si tu avais commencé sans argent, sans investissement. Donc en fait, la near-death experience, comme tu dis, c'est à chaque fois. Parce que tu sais quand tu vas mourir quand tu es une start-up en permanence. Tu connais ta date de mort. Tu connais ta date de mort, exactement. Donc, et cette date, plus elle se rapproche, et plus tu dors mal la nuit, en fait. Et clairement, à chaque fois qu'on a levé, en réalité, on peut considérer plus ou moins qu'on était dans une near-death experience. Et effectivement, mais on en a eu des particulièrement musclés, dont la première, en fait, au tout début de la boîte, en fait, quand on a monté la société avec mon associé, on était parti sur un autre projet, un réseau social, et on a pivoté vers Classroom. C'est devenu Classroom. Et à un moment donné où on a voulu faire ce pivot, on n'avait plus de cash. Ok, plus d'argent. Plus d'argent. On a levé des fonds pour monter ce premier projet. Et puis voilà, grosse tuile, le projet ne peut pas continuer et on doit pivoter. Et là, pour ça, il nous faut 30 000 euros. Pour continuer à vivre. Pour continuer à vivre, pour réussir à faire ce pivot et pas perdre en fait tous les acquis de ce premier projet qu'on avait développé depuis pratiquement un an. Ouais, parce qu'en fait, vous avez dépensé de l'argent pour avoir de la tech, pour développer un produit. Ouais, ok, un MVP. Un MVP d'un réseau social qui est devenu, après un pivot, Classroom, en fait. Et ce réseau social, pour le transformer, il nous fallait un petit peu d'argent parce qu'on n'était pas capable, moi et mon associé, de faire tout. On avait besoin de faire le design, on avait besoin de s'entourer d'un certain nombre de talents. Donc ça coûte de l'argent, même si tu cherches vraiment à réduire les coûts, tu as un coût incompressible. Et je me souviens avoir été voir un de mes investisseurs à l'époque, qui est aussi un ami, Daniel Kahn, pour ne pas le nommer, lui avoir dit, on peut faire de Room, notre réseau social, une appli pour les écoles, Classroom, mais il nous faut 30 000 euros. Ouais, ok. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. On est bons potes, on se connaît bien, est-ce que tu as 30 000 balles? C'est ça. Ok. Et du coup, il me dit, écoute, donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, bon, écoute, je suis pas sûr de ton truc là pour les écoles, mais je crois en toi. Ok. Donc vas-y, banco, on y va. Et là, on a levé donc 30 000 euros. À un moment, c'était fini, quoi. Ouais. Il n'y avait plus d'histoire. Ok. Le lendemain, vous fermiez boutique, quoi. Ah ouais, complètement. Okay. Mais d'ailleurs, on était déjà dans une dynamique pratiquement de c'est fini. L'espoir était tellement mince que ça y est, pour nous, c'était fini. Okay. Et là, du coup, on a eu ce truc-là, grosse nouvelle. On y va, on se lance dans un truc, donc on regagne de l'énergie, parce que c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, c'est quand tu sens que tout est perdu, tu te dis ça et c'est fini. Et tu baisses les bras, en fait. On le dit pas, mais on baisse les bras. Vraiment, tu as eu un moment où tu t'es dit, ok, on arrête, quoi. On baisse les bras très souvent. Très souvent, il y a des jours comme ça où tu te dis, en fait, je vais pas y arriver, c'est fini. Ouais. Et puis voilà, et puis là, tu as un truc après qui te tombe dessus, que tu as été chercher, mais qui te tombe dessus, et là tu regagnes de l'énergie et tu y crois et tu te dis ouais, ça y est, c'est possible. Ouais, on a l'impression d'être un peu tu sais, dans ces jeux comme Mario Kart où quand tu passes une arche, t'as des points, des minutes en plus et tu dis ah mais attends, mais je vais y arriver, je vais finir la course finalement. C'est ça, t'es 8ème et du coup t'as chopé la bonne carapace. Tu vois. Donc ça c'est tout au début de la vie de Classroom, hein. On est en 2016, vous levez 30 000 euros, vous pivotez, vous arrivez dans le monde de l'éducation, qui est un monde pas facile quand on veut lever des fonds. En fait, on n'est même pas en 2016, on est avant, parce que ces 30 000 euros, la société n'était même pas créée. On avait créé une boîte aux États-Unis, mais du coup, quand on a fait le pivot, en fait, on a
comme le pivot, c'était de se dire on a ce produit pour les écoles, on s'est tout de suite dit, il ne faut pas que la boîte elle soit américaine. Ok. Ça va être déployé. Il y a 85% d'écoles publiques en France. Si la boîte est américaine, ça va être compliqué. Il n'y avait pas encore le RGPD à l'époque, mais déjà, tu sentais une tension quand les données ne sont pas hébergées en France, etc. C'était tendu. Vous aviez envie de développer cette boîte en France, pour quelle raison ? Venant des US, quoi. Alors, je te dis, pour une raison stratégique simple, qui est de dire, je ne me vois pas aller voir des écoles publiques en leur disant que je suis une boîte américaine. Je pense que ça va me desservir. Donc stratégiquement, assez spontanément, on s'est dit, il faut que la boîte soit française. Mais il n'y avait pas d'autres... Après, avec le temps, avec le recul, je ne sais pas si c'était la meilleure des idées finalement, mais en tout état de cause, à ce moment-là précis, 85% d'écoles publiques, je n'ai pas réfléchi très longtemps pour me dire que c'était une meilleure idée que la boîte soit française. On est d'accord. Donc, première levée de fonds, dans un premier temps, Friends and Family, tu vas chercher entre 50 et 100 000 euros. Tu as cette première manne d'argent qui te permet de développer cette technologie. Vous faites un pivot, vous obtenez une petite rallonge d'un business angel, et puis vous vous lancez. Et là, c'est quoi la suite de l'aventure ? Là, on a un proto. Donc, on est capable de montrer ce que c'est. Mon associé qui vit aux États-Unis depuis qu'il a une vingtaine d'années, puisque en fait on s'est rencontrés, on était à Dauphine. Et lui après est parti, donc Damien est parti à New York. Il a fait un master à Columbia, et il a bossé à Columbia, il s'est marié là-bas. Il a une petite fille avec une américaine. Après il a divorcé, mais donc, donc voilà, donc lui était ancré déjà aux US, et il avait déjà commencé un petit peu à tâter le terrain avec la prof de sa fille dans le New Jersey. Ah ouais, c'est vraiment un besoin qui était le sien, quoi. Ouais, c'est complètement... Lui, il était divorcé, pas la garde de sa fille. Donc, besoin d'échanger avec les profs parce qu'il les voyait jamais. En fin de compte, il l'avait qu'un week-end, une semaine sur deux. Je sais pas si tu vois. Contact avec l'école égale 0. Donc, en plus, pour un père qui est quand même vachement impliqué comme lui, c'était une vraie frustration, une vraie souffrance. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très perso dans cette volonté d'aller sur l'éducation. Moi, pour être tout à fait transparent, j'étais pas très chaud. On était parti sur un réseau social avec une ambition de dingue, et je me voyais pas. Je me disais, bon, l'éducation, c'est compliqué. Revoir tes ambitions à la baisse d'une certaine façon. En fait, vous aviez une vision de licorne à la Facebook, et puis vous vous retrouvez sur un carnet de correspondance connecté. Au début, pas forcément le truc le plus sexy. Non, pour moi, c'était pas sexy. L'éducation, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a une grosse inertie, quoi. Il se passe pas grand-chose. Et puis surtout, pas d'histoire, pas de success story quasiment. Dans le scolaire, tu vois. Même aujourd'hui, quand on te parle des EdTech, c'est quoi les EdTech qui réussissent ? C'est la formation professionnelle, c'est jamais le scolaire. T'as jamais quelqu'un qui propose un truc pour les écoles où tu te dis waouh, quelle réussite de dingue. Donc ça, c'est un problème. Quand tu veux monter une start-up, tu te dis bon, il y a peut-être un problème aussi sur le secteur. Sur ce marché. Donc moi, j'étais vraiment pas chaud. Mais bon, voilà, après, il y avait un besoin aussi, tu vois, en parallèle, qui venait contredire un petit peu ce constat. C'est qu'il y avait un vrai besoin que je voyais au quotidien avec mon associé, et qui existait aussi en France, parce que nous, tu vois, il faut remettre les choses dans le contexte. On est en 2016, donc il y a eu les attentats de 2015 il n'y a pas longtemps, avec toutes les mesures de sécurité, le plan Vigipirate renforcé, etc., où les écoles sont fermées, tu peux plus rentrer dans l'école, du coup tu vois plus le professeur. Tu vois plus le prof. Donc il y a aussi cette espèce de cloisonnement qui a un impact aussi en France, et donc qui révèle un vrai besoin de connexion. Qui fait que la communication entre les parents d'élèves et les profs est de plus en plus compliquée. Elle est atroce en fait. Les profs, tu les vois une fois quand tu peux te rendre disponible à la première réunion de rentrée, et après c'est terminé. À part s'il y a un gros problème. Mais il est déjà trop tard. Mais ouais, et puis après tu peux faire une réunion de parents pour les parents un peu impliqués, etc. Oui, pendant le courant de l'année, mais voilà, les rapports en fait sont assez distants, et pourtant c'est important pour plein de raisons d'avoir ce contact. Donc tu vas sur un marché qui est compliqué, qui est la tech, encore plus compliqué d'une certaine façon, parce que tu décides de faire de la EdTech à l'intérieur des écoles, en France, et tu sais que tu vas devoir lever les fonds parce que tu as une vision qui est quand même très très ambitieuse. Tu sais dès le début que la levée de fonds elle va être compliquée, que tu vas devoir convaincre les investisseurs un par un qui n'ont pas forcément d'appétence pour ce marché-là. Comment ça se passe au fur et à mesure ? Donc vous faites cette première levée de fonds, vous développez Classroom, vous commencez à convaincre des profs et des écoles. On avance un petit peu dans les années, on arrive en 2017, 2018, et je sais que vous faites partie du premier batch de Station F. Oui, tout à fait. En fait, en 2016,
parce que c'est important, les choses commencent avec une rencontre avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, à qui j'ai l'opportunité du coup de présenter le premier proto qu'on a réussi à fabriquer grâce à Daniel et à ses 30 000 euros qu'il a investis. Okay. Je lui montre ce proto, elle trouve ça super, elle se dit ça répond à un réel besoin de communication renforcée entre les familles et l'école, parce que c'est un vrai sujet de société. Hein. Ouais, c'est un vrai enjeu pour avoir des enfants moi-même. Les groupes WhatsApp, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, et puis c'est pas du tout... C'est pas fait pour. Ça marche pas. T'as aucun prof qui va créer un groupe WhatsApp, ça n'existe pas. C'est entre parents que ça se passe. Alors ça marche avec... certains profs créent des groupes WhatsApp, mais tu veux pas savoir ce qui s'y passe. Ah ouais, bah, normalement, ça c'est... Bon, après, peut-être certains profs dans le privé le font, mais dans le public, je vois pas beaucoup de profs, parce que quand tu crées un groupe WhatsApp, tu t'exposes, tu mets ton numéro, tout le monde voit ton numéro. Non, enfin, les profs, ils ont pas envie en général de faire ça, et je les comprends. Donc là, l'approche est intéressante, parce qu'elle permet cette communication. Elle t'oblige pas à transmettre des données personnelles, enfin même t'en transmets pas. Donc tout reste vraiment dans le cadre de l'appli. Et donc voilà, la ministre voit ce truc-là, me dit c'est une super bonne idée, il faut parler avec mon conseiller un tel. Et de fil en aiguille, on échange avec le ministère de l'Éducation nationale, avec la DNE, qui est la direction du numérique pour l'éducation, donc le département numérique de l'éducation nationale, et on signe une convention d'expérimentation avec eux. Ok. Donc là, on se dit gros signe du destin. Enfin, en tout cas, ça va marcher, quoi. Là, on se dit, c'est génial, ils vont nous aider, nous accompagner pour expérimenter l'appli dans plusieurs écoles, etc. Donc, dans un cadre légal, officiel, etc. Et donc, là, je me dis, bon, bah, c'est génial, il faut qu'on lève des fonds maintenant. Ouais. On est prêt. On a le tampon éducation nationale. C'est le moment de lever des fonds. Et c'est pas pour autant facile. Est-ce que là, encore une fois, il y a une NIRDES expérience ? Vous avez les signes de l'éducation nationale et en même temps, vous n'avez plus d'argent pour vivre ? Alors, là, on est forcément pas dédié uniquement à Classroom. Enfin, moi, je suis dédié dans mon cœur à 100% et dans ma tête à 100%. Mais en parallèle, je prends des missions de freelance, de conseil, parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. On est d'accord. Et ça, on ne le raconte pas suffisamment. Hein. Enfin, on se connaît depuis un certain nombre d'années, Franck David. Et puis moi, j'ai accompagné énormément d'entrepreneurs. On ne le dit pas suffisamment. Parfois, en fait, on doit prendre des missions de conseil, on doit gagner de l'argent pour pouvoir continuer à se dédier à son projet. Et il n'y a pas toujours un business angel qui est là pour vous filer 30 000 balles, quoi. Non. Et alors, la complexité là-dedans, c'est qu'il y a très peu d'investisseurs qui comprennent cette réalité. Ouais, je suis d'accord. Parce que, en fait, l'investisseur, il a beaucoup de deal flow, il a beaucoup de gens qui lui demandent de l'argent pour investir. Donc lui, bah, il cherche le truc parfait, en fait. On est d'accord. L'entrepreneur qui est génial, idéalement qui est assez jeune, donc qui n'a pas forcément trop de besoin d'argent, parce que quand tu as 2 enfants, moi j'avais 2 enfants. Ouais, on est d'accord. Tu as 2 enfants, tu n'as pas les mêmes besoins financiers que quand tu es célibataire et que tu habites chez tes parents, par exemple. On est d'accord. Donc là, forcément, toi, tu as une contrainte majeure qui est de gagner de l'argent. Tu peux pas t'en passer, c'est pas possible. Faut payer les couches, les petits pots et puis mettre un toit au-dessus de la tête. Et puis avoir un appart, voilà. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué. Et puis si tu habites à Paris ou en région parisienne, du coup, tu multiplies les coûts, quoi. Donc tu as cette problématique-là. En même temps, tu sais que les investisseurs, ils veulent pas investir pour te payer un salaire. On est d'accord. Donc tu peux pas trop leur dire ça, mais en même temps, tu es confronté en fait à un problème sans solution. On est d'accord. Donc la solution, c'est de faire un peu... des trucs par-ci par-là pour arriver à survivre. On parle de mission de conseil, on est d'accord. Soyons très sérieux. On parle pas de deal. Fait ce qu'il veut, hein, mais ouais, c'est des missions de conseil quand on peut le faire, ce qui a été mon cas. Et du coup, j'ai pu commencer à avoir donc un salaire lié à mon activité de conseil et en même temps développer Classroom. Et encore une fois, psychologiquement, j'étais à 100% sur Classroom. Il y avait vraiment un truc alimentaire d'un côté et mon projet de cœur de l'autre, quoi. Donc tu vas lever des fonds. Bien sûr, tu dis pas qu'à côté, tu bosses dans un grand cabinet de conseil pour payer, payer un salaire. Et du coup, tu vas voir qui ? Donc encore une fois, là, vous êtes déjà à Station F ? Alors là, on est on est en 2016. Okay. Donc c'est la première levée. On n'est pas encore à Station F puisque Station F ouvre en juillet 2017. Okay. Donc on n'a pas vraiment de bureau. L'endroit où je vais travailler, c'est le sous-sol de l'agence de ma mère qui avait une agence immobilière. Okay. Et donc il y a un espèce de sous-sol où elle range les archives, les documents, les machins. Et je mets un petit coin de bureau et puis c'est mon premier bureau en fin de compte. C'est ton garage à toi. Voilà, c'est ça. C'est mon garage. C'est le garage de Steve Jobs. On est d'accord. Et du coup, on commence comme ça. Voilà, après, les choses se font quand même beaucoup à distance déjà. Ouais. Tu vois.
Donc c'est pas très très grave de pas Ouais, tu avoir t'invites pas les invests dans ton bureau, non, dans la cave de ça, ta c'est mère. sûr. Tu te déplaces, bon, voilà. Et là, du coup, on lève des fonds, mais on se retrouve quand même confronté à une réalité. Mhm. Et cette réalité, c'est que l'éducation, c'est pas un secteur facile. Ouais. C'est vraiment le secteur un peu parce que justement, t'as pas beaucoup de success story. Donc, il faut savoir, il faut se mettre dans la peau d'un investisseur. Un investisseur, il investit pas pour faire une bonne action. Non. A priori. Après, il y en a certains qui le font, mais pas tous. Donc, ils sont une minorité à faire ça. Donc, il investit pour avoir un retour sur investissement dans un temps relativement rapide. Ouais, il veut faire x10 en 5 ans. Bah, ça, c'est l'idéal. On est d'accord. Maintenant, faire x10 en 5 ans dans l'éducation et dans le scolaire, Mhm. il n'y a pas beaucoup d'histoires. Je suis pas sûr qu'il y en ait même. Voilà. Tu vois. Et donc, s'il n'y a pas d'histoire, il peut pas faire le parallèle avec une histoire qu'il aurait vue chez un autre investisseur ou qu'il aurait déjà vécu. Exactement. Et donc, mais on arrive quand même à en convaincre. Ok, mais alors comment On tu se fais prend ça? pas mal de Alors bananes. comment tu fais ça? Quelle histoire tu leur racontes? L'idée, c'est vraiment de rentrer dans le détail. Quelle histoire tu leur racontes? Qui tu vas voir? Comment tu fais pour les convaincre qu'en fait, t'es on a life mission, que cette life mission, non seulement elle va faire beaucoup de bien à l'éducation, elle va la transformer, elle va la réinventer, mais qu'en plus, il y a un business model et un business qui tient la route, quoi. Bah, en fait, il y a plusieurs problématiques à ce moment-là. La première problématique, c'est ce qu'on nous oppose tout le temps. Hein. C'est ah ouais, ok, non, mais c'est parce qu'en fait, nous, on a une force. C'est qu'on commence à avoir quelques classes, pas beaucoup, hein. Je parle d'une trentaine et tout, Ok, mais avec un usage exceptionnel. ok. C'est-à-dire des parents qui se connectent tous les jours, des profs qui postent 3 fois, 4 fois par semaine. Donc un usage qui fonctionne, qui montre que oui, et d'ailleurs l'éducation nationale qui nous amène sur l'expérimentation va faire même un rapport qu'on va pas pouvoir diffuser publiquement, mais qui est dithyrambique sur les usages. Ok. Tu vois. Donc là, on a quelque chose de fort quand même. Il y a une appétence pour le Il y produit. a une appétence pour le produit. Donc oui, c'est l'éducation, c'est pas sexy, machin, mais faut reconnaître que là, il y a un usage réel, et ça intéresse quand même un certain nombre de personnes. On va être confronté à pas mal d'invests qui vont nous dire ouais, c'est vrai, vous avez un usage, c'est cool, bravo, etc. Mais nous, on voit pas comment vous allez monétiser en fait, parce Ok. que le scolaire, ça monétise rien. Les écoles n'ont pas d'argent. À qui vous allez vendre, quoi. En plus, tu vois pas la complexité. Moi, je travaille avec les écoles du premier degré. Ok. Et pour les écoles du premier degré, c'est les collectivités qui financent les besoins parce que l'école n'a pas de compte bancaire. Donc, Oula. elle ne peut pas t'acheter. Ah mince. Donc, Donc premier degré, c'est le primaire, c'est ça, c'est- on est d'accord. c'est CP ou maternelle CM2. élémentaire. D'accord, maternelle, Donc, ok. jusqu'à au CM2, Ok. juste avant le collège. Donc le problème, c'est que donc, ces écoles ne peuvent pas nous acheter. Donc en fait, tu as des profs qui vont utiliser ton produit, des parents qui vont utiliser ton produit, mais le payeur, c'est la collectivité. La municipalité du coin qui vous aime ou qui vous aime pas et qui est prêt à débloquer un budget pour payer Cressoum, quoi. C'est ça, mais sauf que bon, après, les collectivités, t'imagines bien qu'il faut les toucher, avoir des commerciaux, des machins. On est c'est extrêmement difficile. Ouais. Donc la monétisation, elle est complexe. Ok. Et là, avec mon associé, on discute, on réfléchit, on se dit, ok, la monétisation, il n'y a qu'une possibilité qui soit réaliste, si on veut vraiment devenir une start-up et pas une petite PME, Ouais. c'est que ce soit les parents qu'on monétise. Ok, que ce soit les parents qui payent. Que ce soit les parents qui payent pour des services Mhm. et que ce soit ça, en fait, sur ça que le Que le modèle business, économique ouais, que le business repose. repose. Ok. Voilà. Et c'est l'histoire que vous allez raconter aux investisseurs. Et c'est l'histoire qu'on va raconter aux investisseurs, mais on n'a aucune preuve. Waouh. Donc c'est compliqué à ce stade. Ok. Et on n'a aucune preuve, et puis surtout, il y en a d'autres qui ont eu l'idée avant d'essayer de monétiser les parents, et tout le monde s'est planté. Ok. Donc tu pars avec un handicap, c'est que tu es dans l'éducation, personne ne fait d'exit intéressante. Tu dis que tu vas monétiser, mais en fin de compte, personne n'a réussi. Le Graal, c'est de monétiser les parents, mais personne n'y arrive. Ok. Donc le chemin est long encore. Ok. Et là, on se retrouve face à des invests qui nous disent ok, c'est cool votre truc, vous avez de l'usage, on a compris, mais nous, on vous voit pas en start-up. On voit une PME au mieux, Ok. en gros. Et on est d'accord qu'un investisseur lambda classique n'investit pas pour financer une PME. A priori, non. Ok. C'est pas l'objectif. Alors du coup, encore une fois, t'es allé voir qui? Et qu'est-ce que tu leur as dit? Alors, j'ai été voir d'abord des gens dans mon entourage qui avaient les moyens d'investir, à qui j'ai parlé, et certains ont vraiment été séduits par le projet. Ok, c'est ça qui a Tu convaincu. vois. Ouais. Et ils se sont dit, je pense qu'ils avaient tous en tête ces réalités, Mhm. mais ils se disaient, quand même avec ce projet, il y a un truc cool, Ok. ça apporte à la société, et en même temps, il y a quelque chose à craquer. Ils y sont allés pour la mission, quoi, de Classroom. Pour l'ensemble. Ok. Ils y sont pas allés pour être juste mécènes, ils y sont allés parce qu'ils se sont dit, il y a vraiment quelque chose à faire, et je pense quand même que le mec, il peut craquer ça, et en faire un vrai business rentable.
Ok, donc là, on est sur une levée de précide. On se dit qu'ils mettent sur ta tête, ils mettent Complètement. sur le projet, sur la vision de transformation de la société Ah, et de l'éducation. En fait, c'est exactement ça. Parce Ok. qu'il n'y a rien de prouvé pour l'instant, à part le fait qu'on a un produit qui a de l'usage et qu'on a réussi à obtenir une convention d'expérimentation avec le ministère. Je me souviens, cette année-là, il y a 2 boîtes qui ont réussi à obtenir une convention. C'est Microsoft et nous. Ok, Donc c'est ça quand même pose le truc quand même. C'est quand même cool. Ok. Tu vois, c'est Hmm. quand même un achievement. Mais après, tout reste à prouver sur le modèle, sur la viabilité économique du Ouais. projet, quoi. Et donc, tu vas voir ces business angels et qu'est-ce qui t'apporte à part de l'argent? Parce que on en parle souvent. Comment tu les choisis? Au-delà du fait que c'est des potes, pour certains d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils te promettent? Qu'est-ce qu'ils te promettent et qu'est-ce qu'ils proposent de t'apporter à part de l'argent? Alors, en fait, j'ai un copain d'enfance qui s'appelle Romain Flelou, Mhm. qui donc je lui parle du projet. Je sais plus comment on en vient à discuter de ça, mais on se connaît depuis toujours, tu vois. Vous avez été à l'école ensemble? Non, on n'a pas été à l'école ensemble, on s'est rencontrés, on était enfants. Ok, Sur la plage, on était bébés, trop marrant. sur la même plage. Et chaque année, parce que lui, ses parents viennent de Bordeaux, Mhm. son père c'est Alain Flelou, donc Ok. il a commencé à Bordeaux. Mais sauf que quand on était bébé, c'était pas encore cette réussite-là. Il avait juste une boutique de lunettes à Bordeaux, quoi. Ok. Et on allait sur la même plage. Et donc chaque été, on se retrouvait. Et puis nos parents ont sympathisé. Et puis nous aussi, quoi. Du coup, on a un peu grandi ensemble quelque part. Mhm. Et donc voilà, on parle de ce projet ensemble. Il adhère vachement au projet. Il trouve ça hyper cool. Et il devient hyper moteur. Ok. Et là, il me parle d'une plateforme qui s'appelle Smart Angel, Ok. qui est une plateforme de crowdfunding. Mm. Et il me dit, tu devrais mettre ton projet dessus. Moi, en plus, comme je suis partant déjà pour investir, je suivrai tout de suite. Et comme ça va enclencher une dynamique. On va chercher des co-investisseurs, d'autres business angels qui... Exactement. Ok. Voilà, donc on s'inscrit sur Smart Angel. Hyper cool, malheureusement la plateforme n'existe plus aujourd'hui, mais c'était vraiment hyper cool, l'équipe était géniale. Et rapidement, en fait, il y a d'autres investisseurs qui viennent prendre le train en marche. Et en plus, Smart Angel avait fait un deal avec Allianz à l'époque. Allianz qui avait le fonds Idinvest, Ouais. qui s'appelle maintenant Euraseo. Et on est sélectionné par donc Idinvest comme étant un projet qu'ils adorent. Ok. Donc en gros, ils s'engagent à investir. Pour 1 euro investi par DBA, ils investissent 1 euro. Il faut un matching. Exactement. Et donc, on arrive à lever 150K avec DBA. Hmm. Et c'est complété par 150K de Raseo Idinvest. Génial. Et là, on lève 300 000 euros et c'est le début. Et là, c'est le début, le vrai début. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent, quoi? Enfin, t'as galéré pendant 2 ans, t'as dépensé tout dans un premier projet qui a périclité, t'as réussi à avoir une rallonge de 30 000 euros, là, t'as 300 000 euros, quoi. T'as jamais eu autant d'argent dans ta boîte. C'est clair, c'était énorme pour nous. Et en fait, l'intervention de Romain ne s'arrête pas là. Romain me dit, est-ce que tu as entendu parler de ce truc, la station F, qui va être montée par Xavier Niel, ça va être génial, il faut absolument que tu candidates pour en faire partie. Et à l'époque, il n'y avait pas encore l'effervescence du tout, tu vois, autour de ça. Ça allait venir après, parce qu'après, ils ont fait une com géniale, etc. Mais là, on était vraiment... Au tout début. Au tout début, on était encore en 2016, tu vois. Donc la station F a ouvert en juillet 2017. Elle n'était pas sortie de terre. Elle C'était était pas- encore un C'était hangar encore de un la hangar SNCF, en quoi. travaux, quoi. Et du coup, je dis, bah, ok, vas-y, j'essaye. Donc, je remplis le dossier pour intégrer le Founders Programme de la station F. Et là, on est sélectionné. On est dans le premier batch des boîtes qui rentrent à la station F. Et donc là aussi, c'est le début d'un truc de dingue. Donc, ça y est, on se retrouve avec nos bureaux. Pour la première fois, tu quittes la cave de ta mère. Voilà, je quitte la cave de ma mère pour me retrouver dans l'endroit le plus exceptionnel de la planète. C'est le plus exceptionnel de la planète. C'est même pas de France ni d'Europe. C'est l'endroit pour une start-up le plus exceptionnel de la planète. Ouais. Et on s'y retrouve du jour au lendemain. Et là, il y a un tel effet waouh avec cette station F que ça crée une dynamique de dingue. Ouais. Ça fait venir des gens incroyables. Attends, mais on se rend pas compte aujourd'hui, mais c'était l'événement de l'écosystème startup mondial, quoi. Tous les ministres et présidents du monde entier arrivaient, tous les chefs, les PDG de toutes les plus grandes boîtes de la tech mondiale venaient, tout le monde venait voir ce qui se passait. Les 6 premiers mois, la première année, c'était n'importe quoi. C'était un truc de ouf. C'était vraiment dingue. C'était vraiment dingue. Et donc de se retrouver là et faire partie de tout ça, parce que à partir du moment où tu es dans le premier batch, tu fais partie de ça. Ouais. Tu racontes, tu fais partie de cette histoire, quoi. La station F, c'est toi, tu vois. Un peu comme Mélenchon avec la République, tu vois. C'est vraiment, t'es vraiment pris dedans, quoi. Voilà. Et donc t'es pris dans cette dynamique avec des gens hyper intéressants que tu rencontres. Donc ça crée une tonne d'opportunités. Des synergies, une émulation. Voilà, une émulation. Nous, on engage notre premier
salariés, Ok. qui se trouve être ma femme à l'époque, Ouais. mais qui travaille dans la restauration, qui a vendu son resto et qui se retrouve un petit peu dans un entre-deux. Moi, je cherche quelqu'un, je trouve pas, et puis j'ai pas non plus un budget de dingue pour payer un premier salarié, malgré la levée, tu Ouais. vois. Et parce qu'il n'y a pas que ça à payer, il y a des développements, il y a plein de choses. Du coup, elle intègre en attendant, mais sauf que là, en attendant, est devenue permanent. Aujourd'hui, elle est CEO de la boîte. Waouh. Donc ça se passe très très bien. Et, on passe de 30 classes à 300 classes avec un taux de transformation vachement intéressant parce qu'elle rentre en contact avec tous les profs, elle se met à discuter avec des profs influenceurs, elle crée un programme ambassadeur avec des profs influenceurs qui utilisent notre appli, qui parlent de notre appli. Là, on commence vraiment à enclencher une dynamique de progression, de croissance. Donc tout ça dans un environnement à la station F, avec moi qui continue à faire mes missions Pour gagner de l'argent. pour gagner de l'argent. Et là, du coup, ça avance et on a besoin encore de recruter, on a besoin d'aller plus vite, plus loin. Et on se retrouve, du coup, à commencer à réfléchir à une levée de fonds un peu plus importante pour justement encore étoffer l'équipe. Parce que derrière, plus tu as de profs, plus tu as besoin de les accompagner. Donc, on veut commencer à créer un customer success. On veut internaliser tous les développements parce que Waouh. bosser avec des freelances, c'est bien, Mais ça coûte mais cher. ça coûte cher. Et quand ton cœur de business, c'est une appli, c'est difficile. Je dis pas, il n'y a pas de règle absolue. Hein. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont une startup et qui ont tout externalisé, why not, hein, Zenly, c'est ce qu'ils ont fait. Ok. Ça ne leur a pas empêché de se vendre 200 millions Ouais. à Snapchat, tu vois. Donc, tout est possible. Il n'y a pas de bonne config. Il n'y a pas une recette, mais en tout cas, pour Voilà. vous estimiez que c'était important que vous ayez tout le monde en interne. Exactement, voilà. Et du coup, on a recruté notre directeur artistique, Alexis, qui est encore aujourd'hui dans l'équipe, qui est un mec exceptionnel. Voilà, on a eu comme ça un certain nombre de recrutements heureux et donc du coup aussi des charges qui augmentaient au fur et à mesure. Voilà, et donc donc un là- cash qui brûle avec zéro de chiffre d'affaires, parce que c'est ça aussi le début. C'est que le début, tu fais que dalle en chiffre d'affaires. Donc tu crames, mais à une vitesse grand V. Ce qui veut dire que vous n'étiez pas encore en train de monétiser les parents à ce moment-là. Vous étiez sur de l'acquisition pure, c'est ça? C'est ça. Ok. Et là, on commence à réfléchir à une logique de monétisation des parents, dans une logique freemium. Ok. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on va lancer notre appli. Tous les profs peuvent l'installer gratos. Ils ont accès à notre appli sur le web complètement gratuitement. Mais s'ils veulent pouvoir avoir toutes les options sur la version mobile, à ce moment-là, les parents peuvent prendre un abonnement pour le faire. Là, on est fin 2017, début 2018. C'est ça. Ok. Et on n'est même pas encore fin 2017. Mais donc on a tout ça. On a des parents qui du coup commencent à s'abonner et qui enclenchent, qui viennent valider finalement notre vision de se dire ok, en fait l'avenir du scolaire, si on veut vraiment que ce soit une start-up qui a une vraie logique économique derrière, la monétisation des parents c'est une étape. Ça commence à marcher. Et ça commence à marcher Ok. et ça vient prouver qu'on ne s'est pas trompé. Waouh. Donc Donc, ça c'est un vrai Wow. truc. et en fait, jusqu'à ce moment-là, vous n'étiez pas sûr d'y arriver. Ah, pas du tout. Tout le monde nous disait qu'on n'allait jamais y arriver là-dessus. Ok. Parce que tout le monde essaye de monétiser les parents et Ouais. personne n'y arrive. Et nous, on l'a fait d'une manière, parce qu'en fait, si tu veux, la complexité, c'est de se dire, tu monétises les parents, mais en même temps, tu crées pas de discrimination. Parce qu'il n'est pas question de dire à un parent, ah bah oui, si tu t'abonnes pas, bah tu vas pas avoir les infos de ton enfant. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Donc il fallait, si tu veux, arbitrer et placer le curseur pour dire, bah si tu t'abonnes, tu as des trucs cool. Tu peux télécharger les photos, les garder en souvenir à la fin de l'année, etc. Alors que si t'es pas abonné, bah, tu peux les consulter pendant l'année. Mais une fois que l'année est finie, c'est fini. C'est comme la photo de classe, quoi. Tu peux Ouais. l'acheter ou pas l'acheter. Du coup, vous avez prouvé ce modèle. Les parents commencent à payer. Il coûte combien ce premier abonnement? Ce premier abonnement, il est à 2 € par mois. Ok, donc très accessible. Très accessible. Ok. C'est l'idée, c'était de montrer que c'était possible d'avoir des parents qui s'abonnent pour avoir un service nice to have, pas Mhm. du tout obligatoire. On se retrouve avec 5% des parents qui s'abonnent. Donc ça veut dire que 95% des parents ne ressentent pas le besoin de s'abonner pour avoir accès à l'appli. Donc tu vois, on casse pas la promesse et ce côté tout le monde peut y arriver, tout le monde peut y avoir accès, pas besoin de payer, quoi. Ce qui était essentiel pour l'éducation Ce qui est nationale, j'imagine. essentiel, évidemment, et même pour nous. Mhm. Et voilà, mais quand même, 5% des parents s'abonnent, donc ils trouvent un truc sympa. Et derrière, ça montre que voilà, on est capable quand même d'avoir un modèle, quoi. Un modèle avec les parents. Donc vous aviez l'attraction d'utilisateur. Là, vous commencez à avoir un peu de traction de business.
et vous dites ok, c'est le moment de lever des fonds. Parce que vous en aviez besoin, encore une fois, vous étiez... On en avait besoin, mais on n'était pas encore sur les genoux. Ok. Mais comme je te disais au début, pour une startup, tu as toujours ta date de mort. Ouais, Tant que donc- tu n'es pas rentable, tu connais ta date de mort. Ok. Donc même si la date de mort c'est 3-4 mois plus tard, ce qui est relativement confortable quand on dit 3-4 mois. Hein. On ne dirait pas comme ça, hein, Oui, mais d'accord. 3-4 mois c'est flippant comme ça. Mhm. Mais en fait, quand tu es une startup et que tu te dis ouais, j'ai 3-4 mois devant moi, ça va. Ouais. C'est acceptable, Mhm. tu vois. Et du coup, bah, là on se dit ouais, il faut aller plus loin, il faut lever des fonds. Il C'est faut le lever moment. d'autres fonds et on peut le faire parce qu'on commence à avoir on a dépassé un certain nombre d'étapes et du coup c'est intéressant. Vous avez prouvé le modèle. On prouve qu'il y a une logique dans ce modèle. Après, on a encore du chemin, mais on a commencé à prouver des choses. On a de l'usage, on a de la monétisation. Ok. Mais on est toujours dans un secteur qui excite personne. Donc il y a encore d'autres obstacles. Hein. On n'est pas au bout de nos peines. Mm. Mais voilà, on est là-dedans. Moi, je ne me paye toujours pas. Parce que si je me paye, ça va encore plus vite faire plonger les finances de la boîte. Donc c'est juste pas possible en fait. Et donc je fais des missions dans des banques sur la transformation digitale des banques. Ok. Et pour un gros cabinet de conseil qui s'appelle EY, Qui est bien connu. qui est bien connu, mais en fait très important parce que bon, juste pour mettre un peu de contexte, dans ma vie perso, je viens d'avoir ma fille, deuxième enfant, et j'habite dans un 2 pièces avec ma femme. Voilà. Donc on est 4 dans un 2 pièces, ce qui est voilà, Pas super confortable. c'est pas facile de ranger l'appart quoi dans ces conditions. Et du coup, j'aimerais bien déménager, j'aimerais bien même prendre un appart en banlieue du coup, mais plus grand avec une chambre de plus. Et mon dossier est pris nulle part. Je me fais têche de partout parce que je suis chef d'entreprise, j'ai pas de revenus, j'ai pas de contrat de travail, quoi, j'ai pas de CDI. T'as pas le CDI, le salaire qui va bien et la boîte qui rassure. Exactement. Donc là, tout le monde flippe, donc je peux avoir ni prêt, ni loyer, quoi. C'est Donc- compliqué ce sujet-là, hein. On va pas l'aborder aujourd'hui, mais c'est un sujet que vivent beaucoup d'entrepreneurs. Bah, Comme- t'as zéro sécurité T'as quand t'es zéro entrepreneur, sécurité. t'as pas de chômage. Donc si tu veux, t'es juste c'est le pire possible Ouais. pour ceux qui doivent te faire confiance financièrement, quoi. Ouais. Donc évidemment, personne ne me fait confiance financièrement, donc on ne me loue pas d'appart et on me propose pas de prêt. Ouais. Donc je peux ni acheter ni louer. Mm. Et donc je n'ai pas le choix que d'essayer de trouver une solution et de décrocher un CDI, ne serait-ce que temporairement, Histoire pour de... pouvoir déménager, parce qu'à un moment donné, ça pose un problème de vie. Bah, tu bien vois. sûr. Donc, pendant que je fais mes missions de conseil en freelance, je suis donc embauché par le cabinet EY qui me propose donc un CDI. Et au moment où j'ai validé ma période d'essai, là, je suis le roi du pétrole. Le roi. J'ai un CDI, je peux obtenir un appart et donc je déménage dans un appart un peu plus grand avec une chambre pour mes enfants et une chambre pour les parents. Le luxe intégral. Le luxe intégral. Pour tes parents, pour toi, tu veux dire. Pour les parents, pour vous. Oui, pour les parents, pour nous. Et du coup, bon, bah, ça, c'est un premier step. Et en plus, j'achète un appart sur plan et j'obtiens un prêt à la banque. Ah ouais, la totale. Donc, j'ai la totale. Tu Je fais dis la là totale. maintenant, c'est le moment de ma vie où vraiment je Je suis serai- salarié pour une fois, Ouais. donc j'y vais. Ok. Et donc, la totale. Mais en même temps, c'est pas parce que je suis chez EY et que je bosse quand même comme un damné pour les missions qui me sont confiées que je bosse pas pour Classroom. Ok. Donc, j'ai quand même une vie assez particulière parce que je me retrouve à cumuler 2 jobs, dont celui d'entrepreneur qui monte une start-up et qui veut faire réussir sa start-up, quoi, qui a vraiment ça dans ses tripes, quoi. Ouais, qui est son objectif numéro 1. C'est ça. Donc, alors comme mon associé habite à New York, ça te permet de décaler un peu le travail de Classroom, puisque finalement, bah, lui, il se lève 6 heures plus tard. Donc moi, ça me laisse 6 heures de journée pour travailler sur mes missions et sur tout ça. Et après, hop, ma journée Classroom va commencer, ou tu vois, enfin après, je gère mon temps, parfois je mets des trucs un peu là, je me débrouille et je travaille jusqu'à tard le soir, mais j'arrive en fait à cumuler 2 jobs Ouais, la double journée. à quoi. 100% tu vois. Et donc ça avance comme ça. Pour être tout à fait franc, et je m'excuse auprès de mes investisseurs, ils sont pas au courant de cette réalité. Mais s'ils avaient été au courant, potentiellement, ils auraient arrêté de te baquer. Enfin, c'est... Ah bah ils y vont pas en fait. Ouais, ils y vont Quand pas. quand un investisseur investit sur un gars, il investit sur le gars à 100%. Si le gars il fait 3 trucs en même temps, c'est mort. Ouais. Et ça, moi je le savais très bien. Je savais très bien que c'était un red flag, que si ils apprenaient ça, c'était pas possible. Et en même temps, je savais que je les arnaquais pas quelque part
en leur vendant mon projet parce que je savais que je l'avais dans mes tripes et que même si j'avais ce job parce que ma situation personnelle m'y obligeait en quelque sorte, j'étais à 100%, à 1000% même sur Classroom. Mais du coup, j'ai mené une double vie pendant un certain temps. C'est intéressant, tu parlais de red flag à ce moment-là. Donc effectivement, bien sûr, le fait de ne pas être à 100%, c'est un red flag. Le fait d'être dans l'éducation, c'est un red flag. Le fait que personne n'a réussi à craquer le modèle, c'est un red flag. Le fait que les parents ne pensent pas qu'ils vont payer, c'est un red flag. Ça fait quand même beaucoup de red flags. Et malgré tout ça, t'y es arrivé, quoi. T'y vas avec un certain optimisme. Mais c'est pas le cas tous les jours. Il y a des jours où tu dis en fait mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ça va jamais marcher et t'y crois pas et tu dis je laisse tomber quoi. Enfin c'est. Mais bon là il y avait quand même des choses qui étaient positives donc moi je suis de nature plutôt optimiste. Donc il y avait des choses positives donc je me disais non faut y aller, faut continuer, faut dérouler etc. Donc tu nous disais que tu étais chez BNP. À ce Voilà. moment-là, pour une mission, tu avais commencé là-dessus. Alors en fait non j'étais chez EY et Ouais. EY effectivement faisait une mission pour BNP donc j'étais chez BNP en mission et du coup bah en fait c'est ma femme enfin mon ex-femme, ma femme à ce moment-là mais qui est mon ex-femme aujourd'hui qui est à la station F parce qu'il faut savoir que la station F aussi ne savait pas que j'avais un job ailleurs parce que pour être pris à la station F au Founders Programme il faut être dédié à 100%, c'est une des conditions. Donc je mentais à tout le monde en fait. Donc j'avais vraiment cette double vie tu vois. Et donc je suis chez BNP et pas à la station F forcément puisque je suis en mission. Et on est quand même sur le Slack de la station F, donc je suis un peu ce qui se passe à la station F. Et c'est mon ex-femme qui est donc aussi notre première salariée, Diane, qui est à la station F au quotidien. Ok. Elle tient la maison, quoi. Elle tient la maison pendant ce moment. Ah, et moi, je suis à distance. Parfois, elle m'appelle, elle me demande des trucs en journée, mais voilà, on a le téléphone portable, les mails, les SMS, donc on arrive quand même à garder une communication en permanence pour que je puisse vraiment gérer les deux jobs en même temps, tu vois. Mais elle est dans la combine, forcément, parce qu'elle partage ma vie, donc au quotidien. Donc elle sait connaît, que tu as un autre job. Elle sait, exactement. Et un jour, donc, je vois un message passer sur le Slack qui dit Xavier Niel va passer dans les rangs pour voir ce que vous faites. Et je me dis merde. Ah ouais. Il faut que je sois là, quoi. Je peux pas rater ça. Mais je suis en mission, facturer cher à un client à la BNP. C'est quoi ma solution ? Et donc là, je fais un truc, je mens. Attends, là, on coupe. Vous n'avez rien entendu, là. Ok. Je feinte une gastro, quoi. Ok. Donc je vais aux toilettes toutes les 5 minutes. Je fais semblant d'avoir mal au ventre. Le responsable de la mission chez BNP pouvait déjà pas trop me blairer à ce moment-là. Et il me fait comprendre que no way, malgré la gastro, tu vas rester sur ton poste de travail. C'est ça. Et du coup, là, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, faut que j'y aille. Et donc, je m'en vais. Je m'en vais, je dis non, je peux pas, je m'en vais. Je te demande même pas ton avis, en fait, je m'en vais. Donc, bon, après, on m'a sorti de la mission. Mais c'est pas grave. Donc, tu t'en vas pour aller rencontrer Xavier Niel ? Je m'en vais pour aller rencontrer Xavier Niel. Donc, j'arrive à la station F. Xavier Niel est déjà en train de parler avec des gens qui ont des startups, des créateurs de startups du batch de Founders. Et là, je me rends compte que ça va être très compliqué de lui parler parce qu'il y a déjà une foule qui attend et il va pas rester très très longtemps. Ouais, il va pas pouvoir rencontrer. Donc je me dis, j'ai fait tout ça pour rien parce que là, ça y est, il est en train de partir. Il est déjà quasiment à l'entrée, au niveau de la sortie du truc. Donc je me dis, ça y est, c'est fini. Et là, je parle à quelqu'un de la station F donc, qui s'appelle Marwan. Et je lui dis, Marwan, il faut absolument que j'arrive à lui parler. Et en même temps, je peux pas lui dire parce que j'ai quitté ma mission, parce que je suis censé être full-time à la station F, tu comprends ? Donc je lui dis, il faut absolument que j'arrive à lui parler, etc. Enfin bref, je suis un peu lourd avec Marwan, mais Marwan me dit, ok, vas-y, c'est bon, machin. Et il attrape Xavier Niel et il me pousse devant. Et là, je me retrouve donc face à Xavier Niel et je lui fais mon pitch, 1 minute chrono, parce que forcément, il y a plein de monde qui attend son tour, etc. Et ça se passe hyper bien. Je sens qu'il y a un vrai truc qui se passe chez Xavier Niel à ce moment-là. Tu te rappelles un peu ce que tu lui as dit ? C'est quoi les mots-clés que tu as transmis pour vraiment l'intéresser à ce moment-là ? Je pense que ce qui l'a intéressé, c'était la partie humaine de l'impact de ce qu'on faisait, en fait. Quand je lui ai dit ce qu'on faisait, en fait, il a eu un premier réflexe que tout le monde a, c'est « Ah ouais, c'est pratique. C'est ouais, un truc pour la communication entre les parents et les profs, une appli, c'est pratique. » Mais après, quand il a compris que
parce que j'ai donné les vrais arguments de l'impact que ça avait, que les parents sont beaucoup plus impliqués dans la vie scolaire de leur enfant grâce à l'appli, que la communication, elle se fait tellement bien que les parents réalisent aussi l'apport des professeurs et du coup, le travail des profs est valorisé aux yeux des parents. Tu vois, il y a vraiment un impact social hyper fort et ça, je sens que ça l'interpelle. Ouais, tu as mis un accent vraiment sur au-delà de l'usage, la proposition de valeur et à quel point ça allait changer l'éducation, quoi. C'est ça. Et là, je sens que ça crée quelque chose chez lui. En plus, on connaît le personnage. Je veux dire, Xavier Niel, il a quand même créé l'école 42. Il crée Station F sans objectif réellement de rentabilité. Il fait ça parce que c'est ses valeurs. Tu vois. Donc tu as connecté avec lui parce que l'éducation, l'information, c'est un sujet qui est important pour lui. Et tu as réussi à montrer qu'en fait, vous aviez des valeurs communes et une ambition alignée. C'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, je lui fais mon pitch et après, il me dit, faut que tu en parles avec Jean. Ah. Le truc que tout le monde rêve d'entendre, faut que tu en parles avec Jean. Ouais, enfin que tout le monde entend d'ailleurs. Oui. Faut que tu en parles avec Jean, c'est un truc, quand tu veux que Xavier Niel investisse via Kima, c'est le truc, faut parler avec Jean, tout le monde a entendu, quoi. On est d'accord, Jean de la Roche-Brochard. Jean de la Roche-Brochard. Donc j'arrive, donc je prends rendez-vous avec Jean. Enfin, j'envoie un mail du coup après ça à Xavier Niel qui fait une réponse en mettant Jean en copie, en disant faut que vous vous rencontriez. Donc je rencontre Jean à la station F du coup. Et quand j'arrive, Jean me dit vas-y, raconte-moi. Bon, on y va, hein, mais raconte-moi. Ça veut dire quoi, on y va ? On y va, ça veut dire c'est bon. En fait, c'est déjà décidé. Ok, on met le ticket. Kima rentre chez Classroom. Ok. Et donc là, moi déjà, je suis sur un nuage et j'ai un sourire que j'arrive pas à faire partir, tu vois, parce que ça veut dire en gros, enfin moi dans ma tête à ce moment-là, quand il me dit c'est bon, on y va, je me dis ok, donc si Xavier Niel rentre, ça va donner un effet d'entraînement, c'est le début de quelque chose, quoi. Ça y est, on est en train de... Là, c'est un vrai step, quoi. Surtout pour une boîte dans l'éducation, enfin, tu vois, pour moi, c'est inespéré, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Donc, je lui fais mon pitch et effectivement, Kima rentre et ça me permet d'entraîner d'autres BA là-dedans. Romain, du coup, qui suit les choses de loin, de près, Romain Flelou, est super content parce qu'en plus, tout ça, c'est un peu grâce à lui parce que sans lui, on n'aurait pas été à la station F. Sans lui, on n'aurait pas fait notre première levée Smart Angel. On doit beaucoup à Romain. Et donc là, il est hyper content. Évidemment, il suit sur cette deuxième levée aussi. Et voilà, et rapidement, tu vois, il y a un espèce d'effet d'entraînement et plein d'autres BA qui viennent rejoindre la partie, et notamment Brice Rocher aussi, qui par la suite devient un de nos plus gros investisseurs, qui est le patron du groupe Yves Rocher, qui est aussi un copain d'enfance. On était à l'école ensemble. C'est avec lui que tu étais à l'école. Donc tout ça, et alors après, il n'a pas investi parce qu'on était à l'école ensemble, mais disons que ça permet de créer c'est-à-dire que Xavier Niel investissait, donc à un moment, on sait que quand Kima met un ticket, les gens se disent que c'est sûr. Que ça vaut le coup de regarder, en tout cas, à minima. Et du coup, on fait cette deuxième levée, qui est en fait un bridge pour une levée plus importante, mais on commence dès maintenant pour encore continuer à étoffer l'équipe, à accélérer. Et donc là, on lève 500 000 euros. Ok. Là, on est en 2018 déjà ? Là, on est en 2018. Ok. Ouais. Alors, on va avancer un peu. Donc, 2018, 500 000 euros. Tu commences à faire grossir l'équipe. Tu commences à développer plus de features, à aller chercher plus de profs. Et puis, 2018, on voit bien qu'on va basculer dans un nouveau monde un peu contraint. 2019, mars 2019. Non, 2020. Non, attends une seconde. Effectivement, je vais un peu vite. Donc, il y a quand même quelques années avant la pandémie. Qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps là ? Pendant ce laps de temps, nous, on continue à avoir une progression, une très belle progression. Grâce notamment au réseau d'ambassadeurs que Diane crée, tu vois. Puisque du coup, on se retrouve avec plein de profs très influents sur les réseaux sociaux qui adoptent l'application et qui l'adorent et qui partagent ça avec leurs pairs, en fait, sur les réseaux. Et ça nous permet d'avoir une vraie dynamique de croissance en nombre de classes. On a vraiment fait des multiples chaque année, on multiplie le nombre de classes et tout, c'est incroyable. Et là, on se heurte en fait à un premier problème. Et ce premier problème, c'est que en fait, on se rend compte que l'arrivée de Classroom dans les écoles et cette accélération-là n'est pas du goût de tout le monde. Pourquoi ? Parce que en fait, dans les écoles, il y a une volonté politique
de déployer les mêmes outils qui sont utilisés au collège et au lycée qui s'appellent des ENT, espaces numériques de travail. Ok. Et ils veulent déployer ça aussi dans le premier degré. Sauf que dans la pratique, les ENT du second degré ont un intérêt parce que tu partages les notes et les emplois du temps. Tu n'as pas de notes et tu as un seul emploi du temps qui ne bouge pas pour le premier degré. Ok. Donc les besoins ne sont pas les mêmes. Ah oui, le collège et le primaire, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout T'as la le même même chose. prof, tu changes pas tous les jours de classe. Exactement. Ouais. Donc c'est très différent et les ENT sont pas du tout focus sur la communication. La communication, il y a une espèce de messagerie, genre des emails à l'intérieur, tu vois. Mais c'est une Mais- feature parmi d'autres. C'est ça. Et la feature principale, c'est vraiment les gens se connectent aujourd'hui sur les ENT pour voir les notes, pour tu vois, et pour voir les emplois du temps. En fait, Ok. on est vraiment dans cet usage-là. Donc du coup, un vrai décalage entre cette volonté de déployer cet outil et les usages réels des gens sur le terrain. Et forcément, du coup, les profs préfèrent utiliser Classroom. Ah ok, ils veulent pas utiliser le NT. Ils veulent pas utiliser le NT. Donc, le problème, c'est que les collectivités payent sur demande des académies ou de l'éducation nationale pour ces ENT. Au final, les profs s'en servent pas, mais tant que ça se sait pas, en réalité, c'est pas très grave. Ok. C'est de l'argent dépensé pour rien, mais si ça se voit pas, c'est pas grave. C'est une autre source d'argent dépensée pour rien. C'est ça. Mais à partir du moment où tout le monde se met à utiliser Classroom, même en version gratuite, Et que ça se voit. à la place de l'ENT, là, ça se voit. Mm. Et ça, en fait, ça même non seulement ça se voit, mais ça compromet le déploiement de l'ENT dans les villes où des profs utilisent Classroom. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Réaction tout à fait classique de l'administration dans ce genre de situation. Eh ben, on va interdire Classroom. Ok. Alors, comment on fait pour interdire une appli? Ah bah, il y a un nouveau truc là qui est sorti, on est en 2018, le RGPD. Ok. Eh ben, on va dire qu'ils sont pas conformes au RGPD, tout simplement, comme personne ne comprend. Mhm. Personne ne viendra nous demander d'explications. Ok. Donc, ça se fait de manière orale. Hein. N'y allez pas, c'est pas conforme, Ah, n'y les allez données pas. sont pas sécurisées. Et là, on commence à avoir de plus en plus de profs qui nous disent mon inspecteur m'a dit que c'était interdit d'utiliser votre application. Ok. Et là, ça devient catastrophique pour nous. Ah bah très compliqué. Catastrophique. En fait, il nous casse notre dynamique de croissance. Ok. Donc, ça prend un peu de temps, parce que le temps que le message passe, comme en plus rien n'est officiel, rien n'est par écrit, Mhm. tout se fait oralement dans les réunions de directeurs, etc. Donc si tu veux, l'impact négatif se fait comme ça. T'as des gens qui sont en train de te saboter quoi. Ah bah complètement. C'est-à-dire Ok. qu'on a réussi à inventer un produit que tout le monde adore, que tout le monde utilise. On a plus de 90% des parents qui se connectent au moins une fois par semaine sur l'appli, ce qui est un taux d'usage juste de fou furieux. Mais on se fait bloquer et saboter. Ok. Voilà. Et donc là, je peux te dire que tu l'as assez mauvaise. Hein. Uh-huh. Donc voilà, 2019, toute l'année, je me démène pour essayer de faire débloquer cette situation. Je rencontre le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer lors d'un salon qui s'appelle Ludovia, qui est un salon de l'éducation qui a lieu dans le sud de la France. Et on se retrouve à déjeuner ensemble avec quelques autres entrepreneurs et le ministre. Donc là, je me dis, ok, c'est Ok. l'occasion de lui parler de la situation. C'est quand même la personne en charge. Donc si je parle au ministre de ça, la situation va se débloquer. Donc le ministre me dit, ah ok, d'accord, je vais vous brancher avec notre directeur de la protection des données. Vous allez débloquer Passer un la audit, situation. quelque chose comme ça, c'est ça? Bah, Ok. il me précise pas, mais il me dit, voilà, vous allez rencontrer ce type-là. Et du coup, je rencontre ce type-là. On discute, on échange avec son équipe, avec son cabinet pendant plusieurs mois. Ils nous font changer une tonne de trucs sur l'appli, ils nous font rajouter des trucs assez contraignants. Mais nous, voilà, on veut montrer patte blanche, on veut que ça avance. Des opt-in, des choses comme ça, j'imagine. Bah, Des- ça se serait pas grand-chose si c'était que D'accord. ça. Non, des trucs bien plus relous. Mais c'est pas grave. Vous jouez le jeu. On joue le jeu, on fait tous les changements qui nous sont demandés. Des mois passent, parce qu'à chaque fois, chaque échange, c'est des semaines pour avoir une réponse. Donc, en fait, très rapidement, quand tu échanges avec l'administration, c'est des mois, en fait, Ok. pour avancer. Pendant ce Et- temps-là, le cash diminue. Pendant ce temps-là, le cash diminue, mais tu vois quand même la lumière au bout du tunnel, parce que tu te dis, ça y est, je vais débloquer la situation et je vais renouer avec ma croissance. Mm. Et donc, l'année 2018 passe, l'année 2019 est bien entamée. En même temps, je divorce. Petite parenthèse, ça fait partie de la vie. Donc, situation personnelle ultra compliquée. Et en même temps, situation pro où on n'a pas encore débloqué la situation. Ok. Donc, on avance avec de moins en moins de cash. Et au moment où on se dit, ça y est, ça va se débloquer, panne de son, panne de lumière auprès de mes interlocuteurs, plus personne me répond. Ok. Donc, ça fait 1 an qu'on bosse, qu'on change des trucs, qu'on s'est prostitué pour arriver à des choses pratiquement.
Et on n'arrive pas au bout et on a des gens qui nous répondent plus en fait. Ok. Ils te ghostent. Ils me ghostent complètement. Mais ils me ghostent même quand je les ai en face de moi. Je rencontre le directeur de la protection des données à un salon de l'éducation à Londres. Le type me voit en face, il se barre. Il me dit désolé, j'ai un truc. Il se barre. Ok. Il me répond pas quoi. Ok. Donc il y a quelqu'un qui voulait pas vous faire. Je sais pas Ok. ce qu'il y a, mais en tout cas, on avance pas et on avance et on se retrouve bloqué. Ok. Donc l'année 2019 avance, on se retrouve en septembre 2019, donc rentrée des classes, et là on se prend des interdictions, mais qui nous font un mal de chien. Et là on se dit ok, bah en fait, ça y est, ils ont réussi. Cette fois, on va même avoir une régression en fait. À vous casser les jambes. On y est, quoi. On se y dit, est. ok, on est une petite start-up française, on essaie de changer l'éducation, on essaie d'aider les profs et les parents. On pense avoir le soutien du gouvernement, et là, bam! Et là, on se fait exploser. Et là, on reçoit des centaines de mails de profs qui nous disent « Je suis dégoûté, ça cartonnait, j'avais mes parents qui étaient qui étaient à fond. Là, on m'oblige à arrêter, mon inspecteur m'a dit truc. » Tous les jours, on reçoit ça. Ok. Et nous, on pleure. Quoi. On Ah ouais. pleure de voir ça, honnêtement. Ils veulent vous utiliser, et ils peuvent pas. C'est ça. Et je me dis « Mais pourquoi on est français, en fait ?» Parce que ça peut pas se passer ailleurs, un truc aussi débile, quoi. Et c'est pour ça que je te dis, tu vois, au final, quand je me suis dit, il faut que la boîte, elle soit créée en France, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je suis pas resté aux États-Unis et j'ai pas développé mon marché là-bas, Ouais. j'en serais pas là. Donc là, ils me font regretter d'être français pendant cette période-là. Et puis l'année 2019 se termine, l'année 2020 commence, et là, on commence à entendre parler du Covid. Ouais, donc février, ça va très vite. Janvier, février 2020, on n'entendait pas du Covid, il était en Chine, il avançait. Et on n'est pas encore mars. Ouais. On n'est pas encore mars, mais on a déjà une région, dans le mémoire, je crois que c'était l'Oise, où il y a énormément de cas de Covid. Et du coup, il y a un premier confinement, en fait, qui naît uniquement dans cette région avec une fermeture des écoles. Okay. Et nous, dans un élan de solidarité, parce qu'on est tous flippés, il faut savoir que le début du Covid, on est tous flippés. On a l'impression que potentiellement, la fin du monde est en train d'arriver. Ouais. Donc on se dit, ok, pour toutes les classes de l'Oise, on débloque toutes les fonctionnalités gratuitement de Classroom. Okay. Donc on arrête le modèle freemium, les parents ont accès tout est gratuit. Ok. Tout est gratuit. Donc ça a un coût pour nous, mais c'est que dans l'Oise, et on l'avait déjà fait parce qu'il y avait des intempéries dans une autre région avec des vraies difficultés pour les écoliers, etc. Donc c'était pas la première fois qu'on essayait quand même d'apporter notre pierre à l'édifice et de rendre le truc possible en faisant une gratuité. Donc là, on le fait pour l'Oise et arrive ce fameux jeudi avec le discours de Macron qui nous dit écoutez les gars, ça y est, c'est fini. On ferme les écoles, vous restez chez vous et personne dans la rue. Voilà. Vous êtes tous dans l'Oise, quoi. On se retrouve, l'Oise, c'est la France maintenant. Et là, du coup, à peine le discours, même pas encore terminé, je vois mes stats de création de classe qui explosent littéralement. Ok. C'est-à-dire des milliers de classes qui se créent du jour au lendemain. Du jour au lendemain, juste après le truc. Pourquoi ? Parce que les profs se disent ok, lundi, mon école elle est fermée, je fais comment ? Et continuer à éduquer les enfants qui vont être chez eux pour leur transmettre des choses à faire, pour faire l'école à la maison, je fais comment ? Et on savait pas combien de temps ça allait durer. À l'époque, on pensait que ça pouvait durer des mois et des années. C'était en CDI là, pour le coup, on savait pas. Et du coup, les profs se tournent vers Classroom, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils ont une collègue qui leur dit le mot est en train de se passer au niveau des profs, il faut que vous ayez téléchargé Classroom parce que sinon lundi vous serez dans la merde. Et là les profs se mettent à télécharger Classroom. Il y aura le vendredi qui leur donne le temps de prévenir les parents que tout va se passer, la classe va se passer sur Classroom. Voilà, c'est-à-dire que donc le jeudi soir ça devient une explosion de création de classe pour préparer le vendredi, et ça continue sur tout le week-end. Donc moi, ce que je me dis à ce moment-là, je me dis un prof égale 20 élèves ou 25 élèves, donc potentiellement 40 ou 50 par an. Donc si là, déjà, on a des milliers de profs qui créent des classes, on va avoir des centaines de milliers d'utilisateurs qui du vont jour au lendemain, rejoindre comme ça, en quelques jours. L'appli. On avait 400 000 utilisateurs à cette époque. Et du coup, là, on se retrouvait avec des milliers de profs qui créent des classes. Ok, donc vous savez, on est entre jeudi et vendredi, que vous allez passer de 400 000 utilisateurs à des millions. C'est ça. Ok. On va se prendre un tsunami le lundi et on est au courant. Et l'infra Et l'infra, c'est un serveur. L'infra, c'est un serveur qui fait tout.
Même l'encodage de vidéo. Ok. C'est-à-dire que, voilà, on a un pauvre serveur chez OVH et on fait avec ça. Ok. Et parce qu'on a 400 000 utilisateurs, mais les 400 000 utilisateurs, ils se connectent pas en même temps. Mhm. Tu vois, en fait, les parents se connectent quand la prof poste un truc. Donc, tu as une prof qui va poster un truc à un instant donné. Tu vas avoir une trentaine de parents qui vont se connecter ou une quarantaine. Mais chaque prof poste pas au même moment. Donc, aujourd'hui, notre infra telle qu'elle est, enfin, tu vois, à ce moment-là, c'était nickel. Mais clairement, ça allait pas être nickel. Donc là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on fait pour changer d'infrastructure en 3 jours ? C'est pas possible, quoi. Et donc là, j'envoie un mail à Xavier Niel. Et... J'adore. À ce moment-là, je me dis, bon, ok, parce que c'est ton invest, tu peux faire ça. Bah oui, c'est mon invest. Alors, on se fréquente pas tous les jours, mais c'est mon invest. Il a, en plus, dans le process de... Tu connais l'histoire. Ouais. Donc, je lui ai pitché à lui en premier. Donc, il a adhéré au projet assez vite. Il sait qui tu es. Donc, il sait qui je suis. Donc, j'essaye de profiter de ça. Et puis, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est, tu as un certain nombre de cartes, faut les utiliser quand on a besoin, en fait. Bien sûr. Et là, clairement, j'ai besoin de lui. Ouais. J'ai besoin de lui parce que je sais qu'il connaît forcément des ingés autour de lui qui sont capables de faire des miracles en très peu de temps, quoi. Il a tête de fric, quoi. Une boîte qui fait des télécoms. C'est Donc... ça. Ok. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai en tête. Je me dis peut-être il y a des ingés chez Free qui peuvent nous aider. Je sais que voilà, il est vachement dans ce monde de geek hyper fort. Il a aidé Octave Klabad au VH au début. Enfin, non, mais c'est sûr. S'il voilà. y a une personne qui peut régler mon problème d'infra, c'est Xavier, quoi. Exactement. Donc, je lui envoie un mail. Je lui dis voilà, bah, en gros, on anticipe que lundi, ça va être un raz-de-marée, quoi. Et on n'a pas du tout l'infra qui va bien. Et je sais pas comment on peut faire des changements effectifs en 3 jours, en fait. Sachant qu'il y a le week-end. Demain, c'est le week-end. Ouais. Je lui envoie ça le vendredi et demain, c'est le week-end. Donc, les gens, a priori, ne travaillent pas le week-end. Donc là, tout de suite, il réagit et il me connecte avec un certain nombre de gars, notamment chez Scaleway et dans une autre boîte qui aide en fait les sociétés à gérer leur infrastructure serveur, etc. Scaleway qui est un cloud provider français, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Voilà. Et du coup, le lendemain, je me retrouve dans une réunion avec une douzaine de personnes qui sont un peu des stars, quoi, du sujet, grâce à Xavier Niel, pour justement voir comment on peut faire pour faire des optimisations de manière à pas couler lundi, quoi. Ok. Ça, pour faire un focus par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça vaut plus que tout l'argent qu'il t'a donné jusqu'à maintenant, quoi. Ah bah ça, c'est la vie ou la mort. Et puis quelque part, on sait que la situation, elle est terrible. Et en même temps, et c'est horrible, hein, mais c'est la réalité aussi, ça a été notre réalité à ce moment-là, que c'est une opportunité pour Classroom. Parce qu'il y a un besoin, on devient du jour au lendemain une appli de première nécessité, quoi. Ouais. La solution qui va remplacer l'école ou qui va permettre à l'école de perdurer. Exactement. Waouh. Donc là, tu te dis, ok, bah, il faut que je sois là au rendez-vous, quoi. Et donc on essaye, on fait tout un tas d'optimisations. Voilà, mon associé qui est donc CTO bosse avec toute l'équipe, comme des damnés, mais je te raconte pas. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas pendant le week-end jusqu'au lundi où il y a tout un tas d'optimisations qui ont été faites. Mais le lundi, première heure, bim, tout tombe. Ah. Et là, impossible de remonter le système. Il n'y a rien à faire, tout tombe. Everything is down. Tout est, trop de connexions en même temps. On n'arrive pas à faire tourner le truc. On coupe des services, par exemple l'upload de vidéos, on coupe. Tous les trucs qui ne sont pas absolument nécessaires, on les coupe, mais malgré ça, ça ne tient pas la charge. Ok. Et là, c'est des millions de personnes, encore une fois, qui se connectent, quoi. Des millions de profs, d'enfants, de parents qui se connectent en même temps. On passe à 1 million d'utilisateurs, grosso modo. On passe de 400 000 à 1 million. Et puis le problème, en fait, c'est le nombre de connexions simultanées. Parce que, comme je te disais, avec 400 000 connexions diffuses, tu te retrouves au max avec des pics de 15-20 000 personnes qui se connectent en même temps. Mais quand tu as 1 million de personnes qui se connectent en même temps, là... Attends, tu passes d'un pic de 20 000 à un pic de 1 million, tu fais x50 ? C'est ça. Donc forcément, tes serveurs, ils s'en sortent pas, quoi. Donc en fait, à ce moment-là, on est un peu désespéré. Damien me dit, écoute, on essaye, on n'arrive pas. On n'arrive pas à remonter. Dès qu'on remet en route, ça marche 3 secondes et on se prend un tsunami de connexion et ça retombe et on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire remonter le truc. Et tous les ENT sont dans la même situation. Il n'y a pas un truc qui fonctionne, en fait. Le truc du CNED ne marche pas. Enfin, rien ne marche. Rien ne marche chez personne à ce moment-là.
Et là, il y a un type qui m'envoie un message. Bonjour, je suis papa d'élève. La maîtresse utilise Classroom. Je peux vous aider. Ok. Donc je me dis, bon, je sais pas qui est ce type-là. Le Messie peut-être, Ouais, l'homme providentiel. Ouais, l'homme providentiel, bon, je sais pas. Donc j'envoie quand même, dans le doute, j'envoie le truc j'envoie le mail à mon associé. Et je lui dis, bon, bah voilà, j'ai reçu ça, vois avec lui. Et mon associé m'envoie un peu boulet en me disant, attends, on est en plein dedans, ça sert On à rien, gère. etc. On gère. Et puis à un moment, je sens un moment de désespoir chez mon associé. Il me dit, écoute, je vais appeler le gars. Il appelle le gars, qui s'appelle Anthony. Et là, le type, c'est un tueur en série de ce genre de problème. Un Ok. pompier de ce genre de problème de connexion simultanée, etc. Ok. Donc le mec commence à rentrer, à regarder, à déblayer un peu le terrain. Et donc là, on est lundi soir, hein, donc le truc marche toujours pas. Et entre lundi soir et mardi matin, le mec remet tout d'aplomb. Il arrive En à une commencer journée, à une séparer demi-journée. des services qui posent le problème, qui ont trop de charges, etc., pour permettre au système de fonctionner. Donc le mardi matin, donc 24 heures après le début de cette situation apocalyptique, on fonctionne, alors que tous les autres marchent plus. Toujours pas. Enfin, Waouh. tu vois, tous les autres marchent. Je sais pas, ils ne Le vont pas lendemain marcher pendant toute la pandémie, ouais. pratiquement. Ah ouais. Donc Ouais. le lendemain du premier jour d'école, quoi. Le deuxième jour d'école, you're up and running, et ça tient sur tout le confinement. Ça tient sur tout le confinement, il n'y a plus de plantage jusqu'à la fin. Donc là, Anthony, l'homme providentiel, vous sauve la vie, vous permet d'être prêt pour le deuxième jour de rentrée, et ça roule. Exactement. Et donc là, ce problème est donc derrière, parce qu'en fait c'est ça, hein, les startups c'est toujours plein de problèmes. Donc là on a un problème derrière, c'est que ça y est, le truc tourne, c'est pris en charge par Damien et par Anthony. Donc arrive un autre problème. Ok. Le problème c'est que comme dans l'Oise, on avait fait la gratuité dans le contexte un peu particulier, on a étendu cette gratuité à toute la France. Ok. Donc on se retrouve à passer à 0 de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Tout Ah oui, devient on n'y pense gratuit. pas. Enfin, vous faites que ça gratuitement, mais vous gagnez plus d'argent. On gagne plus d'argent. On gagne plus d'argent parce que voilà, on pense que là il y a une situation, un cas de force majeure et qu'il faut qu'on soit là au rendez-vous. Ok. Après derrière, on se dit aussi que les gens vont nous découvrir et on ne sait pas jusqu'où ça va aller le Covid. Mais en tout cas, dans ce moment-là, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on fasse une gratuité partout pour que tout le monde ait accès à notre service. Ok. Donc c'est ce qu'on fait, mais ça a un coût. On avait à peu près 3 mois de runway, c'est-à-dire une date D'argent. de mort de 3 mois. Et on passe à une date de mort fin juillet. Ok, beaucoup plus proche, quoi. Enfin, Voilà. Donc là, on est donc en mars. Donc voilà, on a cette date de mort fin juillet, mais on se met à dépenser pas mal de trucs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? ah oui, plus de serveurs. Tu me parlais tout à l'heure de SMS. Enfin, Ouais. il y a des coûts qui deviennent astronomiques, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui s'inscrit, il reçoit un code par SMS. Donc c'est un truc qu'on a l'habitude de voir dans plein d'applis, mais ça a un coût. Ça a un coût chaque SMS. Donc quand tu te retrouves avec 600 000 nouveaux utilisateurs qui demandent du SMS et qui parfois font 2 fois la manip, tu te retrouves avec 1 million de SMS à payer, quoi. Ouais. Donc là, notre prestataire qui s'appelle All My SMS, que j'embrasse fort, qui est encore notre prestataire aujourd'hui, qui nous a vraiment sauvé la mise parce que quand il y a eu ça, tous les SMS, on n'était pas en mesure de les payer à ce moment-là. Ok. On leur a expliqué notre situation, qu'on avait fait cette gratuité, qu'il y avait un élan de solidarité, un besoin, etc. Et ils nous ont dit, vous inquiétez pas, faites votre prochaine levée de fonds, vous nous payerez après. Ok, waouh. Donc là, franchement, ils prennent un risque d'une ardoise de peut-être 50 000 euros de SMS pour nos beaux yeux, quoi. Donc vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours chez eux, parce qu'il y a quand même un truc assez exceptionnel dans cette démarche, quoi. Et je pense en particulier à Sébastien Frémont, s'il nous écoute. Voilà, vraiment, je le salue d'avoir pris cette décision à ce moment-là. De t'avoir soutenu, quoi. De nous avoir soutenus. Et du coup, bah, on a pu continuer. Et là, il s'est passé un truc assez dingue, c'est qu'il y a eu pas mal d'articles, forcément, qui ont parlé de nous, parce que ça faisait partie des sujets de la pandémie. C'est comment on fait dans les écoles, comment ça se passe. Donc tous les journalistes se mettent à parler de Classroom, qui est utilisé dans toutes les familles. Tout le monde nous connaît, quoi. On devient... Ouais. On est À vraiment l'époque, on sous le le voyait spotlight, partout. quoi. Ouais. Et du coup, bah, on a aussi plein d'investisseurs qui ont envie de rentrer. Ah, Qui là, se dit- vous devenez bankable. Enfin, là, vous êtes C'est sexy. ça. L'éducation, ça devient quelque chose qui est important. Exactement. Ok. Là, c'est tout change, quoi. Tout change. Là, et là, je me retrouve à faire 60 meetings investisseurs en une semaine. Donc Ok. chez moi, avec Donc mes ça, c'est enfants un à la cauchemar. maison. C'est un rêve ou un cauchemar? Bah, c'est, je sais pas en fait. T'es complètement ailleurs, quoi. T'es comme dans un
d'un rêve, quoi. C'est suspendu, quoi. Je peux même pas te dire que c'est bien, parce qu'on est quand même dans une situation où on a peur. Moi, j'avais peur pour mes parents. On voit qu'il y a des morts partout. On entend des trucs horribles, qu'ils ont pris Rungis pour mettre des cadavres tellement machin. Enfin, tu peux pas te réjouir, en fait. Tu te réjouis de rien à ce moment-là. Bien sûr. T'es juste en flip, t'as pas envie que tes proches meurent. Et en même temps, tu vois bien que tu te retrouves du jour au lendemain avec un rôle social ultra important et aussi un potentiel de développer ton entreprise et d'atteindre l'objectif qui est le tien. C'est ça, une opportunité business quelque part, mais même si c'est pas ta préoccupation première, t'es quand même obligé de faire face à toutes ces choses, tu vois. Et du coup, j'ai fait ces meetings, j'ai enchaîné ces meetings comme une machine. Je finissais un truc, j'en recommençais un autre. Parce qu'en plus tout se faisait par Zoom, tu vois, donc c'est vraiment t'arrêter, tu recommençais. Chez toi avec tes enfants. Chez moi avec mes enfants. Du coup, donc mon ex-femme Diane était là au quotidien, elle fait le confinement avec nous pour aussi être avec les enfants pendant que je fais les meetings VC, parce que j'avais besoin quand même d'avoir une concentration, etc. Et là, en fait, les mois passent, parce que mine de rien, même si tu parles et que les investisseurs sont excités, tu lèves pas de l'argent en 2 secondes. Il y a quand même besoin en plus de faire une due diligence. Enfin, tu vois, les choses prennent un peu de temps quand même, minimum. Donc tu vois, ça a dû commencer vraiment en avril, mai, tu vois, les discussions, plusieurs rendez-vous, tu montes chez les fonds. Au début, tu parles juste à quelqu'un qui est plutôt en bas de l'échelle, entre guillemets, et puis ça monte jusqu'au partenaire, et puis après, tu as des décisions, collégiales ou pas, selon les fonds. Enfin, tu vois, les choses avancent comme ça. Et arrive aussi la fin de notre cash. Ok, la deadline, quoi. La deadline de fin juillet. Et là, tu vois, un mois de la deadline, je me dis, c'est très bien tous ces rendez-vous invest, mais à un moment, si ça se concrétise pas, en fait, on est mort à la fin du mois de juillet. Je peux plus payer les salaires. Et les enfants n'ont plus école, quoi. Et les enfants n'ont plus école. Et les enfants n'ont plus école, accessoirement. Et du coup, les choses se concrétisent, heureusement. On avance avec la BPI, qui entraîne aussi pas mal d'autres qui y vont. Tous nos business angels quasiment suivent sur cette levée, et on lève 2,7 millions fin du mois de juillet, le 8 juillet. On signe le 8 juillet notre levée de fonds, et donc du coup, on est sauvé, en fait. À partir de ce moment-là, on est sauvé. Wow. Et voilà, et après, c'est une autre histoire qui commence pour nous. Voilà, écoute... exceptionnel. Merci beaucoup Franck David pour cet échange très fort qu'on a eu ensemble. Je propose qu'on reste sur cette dernière note. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et potentiellement de t'accueillir sur ce podcast pour la prochaine levée de fonds. On aura encore plein de questions à te poser. Écoute, on atteint la rentabilité dans quelques mois. Ok. Donc la prochaine levée de fonds sera quand on trouvera que ce sera le bon moment pour nous de la faire. Donc ça, c'est aussi une étape importante pour une boîte, pour une start-up, d'arriver à la renta. Donc je ne sais pas s'il y aura de prochaine levée de fonds. C'est même pas une obligation. Mais en tout cas, oui, pour la suite des événements, que ce soit une levée de fonds ou une belle croissance à raconter, évidemment, je serai là avec plaisir. Bon, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir fait cette première édition de Let's Find Out ensemble. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Ce n'est que la première édition d'une série qu'on va voir ensemble, de conversations avec des entrepreneurs tous aussi inspirants que Franck David. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous bien sûr sur toutes les plateformes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Franck David, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.